Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, la région de la biosphère de Charlevoix consulte la population. Quelles sont les précautions à prendre ce printemps pour diminuer les risques de feux de forêt? Résumé des premières journées d'audience pour l'enquête sur la mort des deux pompiers de Saint-Urbain. La traversée de Charlevoix célèbre son 45e anniversaire. L'événement Fierté Charlevoix dévoile sa programmation. Et le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul présente sa programmation estivale ainsi que de nouveaux projets. Bonne émission! La région de la biosphère poursuit ses efforts d'analyse et de priorisation de la conservation de la biodiversité du territoire charlevoisien. L'organisme en est maintenant à l'étape de sonder la population. J'en discute avec Amélie Adam. Bonjour Amélie. Bonjour. Tu es de la région, j'allais dire la réserve, la région, ça vient changer de nom, de la biosphère pour l'UNESCO dans Charlevoix ici. Tu viens nous présenter une démarche en fait qui était déjà entamée, que moi j'ai découverte à travers un sondage qui est présentement en ligne. Donc ce sondage-là, à la population, il fait partie d'une démarche plus grande, finalement. Exactement. En fait, on s'est rapidement rendu compte qu'il y a plusieurs organismes qui œuvrent en conservation sur le territoire, mais il y avait un besoin de prioriser les actions qui étaient posées pour maximiser les ressources et pour s'assurer qu'il n'y a aucune lacune, donc aucun milieu naturel, aucune espèce qui soit mise de côté. Okay. Puis nous, ça va nous aider aussi à diriger là, nos actions dans le futur. Donc, c'est une grande démarche de stratégie de priorisation de nos actions en conservation pour la région de la biosphère de Charlevoix. Okay. Donc là, on cible des lieux, des éléments du territoire qui sont prioritaires. Exactement. Donc, la grande démarche, il y a eu un portrait du territoire qui a été réalisé à l'automne 2023. Donc, ça a été l'amorce de la démarche. Il y a un diagnostic qui s'en est suivi. Puis, on pourrait revenir, il y a l'analyse de priorisation qui a été réalisée, donc avec des données géomatiques très cartographiques. Donc, ça c'est quelque chose qu'on a présent qui est terminé là, comme première phase. Oui, les résultats sont disponibles là, sur notre site Internet. On est en ce moment en train de faire des ateliers de consultation, concertation, co-création avec des acteurs sectoriels. Puis, parallèlement à ça, il y a le sondage en ligne là, qui est disponible pour la population, les citoyens et citoyennes. Puis, suite à ça, il va y avoir l'élaboration d'un plan d'objectifs préliminaires. Puis, on veut venir en deuxième phase à l'automne prochain, venir valider ces objectifs-là, venir faire une mobilisation des parties prenantes, donc avoir un engagement là, des acteurs envers certaines actions de conservation pour éventuellement le déposer à la fin de l'année puis faire une mise en œuvre là, à partir de 2025. OK. Là, tu parles de consultation présentement avec d'autres acteurs, donc c'est des organismes partenaires qui œuvrent dans le milieu environnemental, si je comprends bien. Fait qu'on parle de qui? On l'a divisé en 4. Donc, notre premier groupe, c'était au niveau touristique et loisirs. Donc, la Sentier Québec-Charlevoix. On avait certains représentants de clubs motoneigistes, Tourisme Charlevoix, donc tout ce qui touche les pourvoiries, les ZEC aussi. Un deuxième atelier où c'était plus des organismes qui œuvrent en environnement ou les communautés autochtones. Donc, on avait Nation Innu de Mastoyache, Décipit, la Nation Huron-Wendat, tous les organismes en environnement, l'OBV, le comité ZIP, il y en a plusieurs. Ça peut être... Puis sinon, les 2 prochains ateliers, ça va être municipal-social. Donc, toutes les municipalités, toutes les MRC ont été invitées à participer. Et le dernier, ça va être au niveau du secteur primaire. Donc, on va aller consulter aussi ceux qui font l'exploitation du territoire, donc au niveau forestier, agricole, minier, exactement. D'accord. Et puis là, au niveau de la consultation citoyenne à travers le sondage, moi, j'ai répondu au sondage. C'est un petit moment à passer, là. C'est quand même assez développé. On se rend compte de l'importance qui est accordée dans les questions par rapport beaucoup au paysage et de notre vision à nous de notre territoire. Qu'est-ce que vous voulez aller chercher comme information à travers ça? Ça vient justement bonifier l'analyse géomatique qui a été réalisée. Donc, l'analyse géomatique a été réalisée avec des données qui étaient disponibles, des données qui sont spatialement
analysable. Okay. Donc, ça ne peut pas prendre en considération l'entièreté des aspects qu'on aimerait intégrer à cette analyse-là. Je pense entre autres aux aspects sociaux, culturels, économiques. Donc, est-ce qu'il y a une forêt qui est très importante pour une municipalité parce qu'au niveau patrimonial, au niveau des pratiques, des cultures, c'est ces éléments-là qu'on cherche à aller chercher. Ou des lieux même qui sont importants pour la communauté, des lieux qu'on aime fréquenter finalement. Exactement, c'est important pour nous que ça continue d'exister. Oui, rajouter cette couche sociale-là à une analyse plus cartographique, mais aussi aller confirmer, valider l'analyse géomatique cartographique qu'on a eue. Donc, de venir arrimer ces deux aspects-là pour avoir un portrait vraiment très complet. C'est beaucoup de données, hein? C'est très chargé. Qu'est-ce qui fait qu'un milieu est considéré à très forte valeur écologique puis qui va être placé en priorité, là? Oui, bien en fait, il y a différents critères qui ont été pris en considération pour analyser la valeur écologique de nos milieux. Les milieux qui ont été retenus, c'est les milieux forestiers, les milieux humides, les milieux ouverts, donc friches, prairies agricoles, les milieux lenticles-lotiques, donc les lacs et les cours d'eau, les milieux humides. Donc, chacun de ces milieux-là a des critères spécifiques qui ont été établis. On peut parler de superficie, de forme, de diversité. Si c'est une forêt, est-ce qu'elle est mature? Est-ce qu'il y a un statut de conservation? Est-ce qu'il y a des espèces rares, des espèces à statut précaire qui sont présentes dans ce milieu-là? Est-ce que c'est des habitats fauniques d'intérêt? Puis au niveau des pressions, donc est-ce qu'il y a des perturbations internes, de la fragmentation? Donc tous ces critères-là sont pris en considération, puis c'est ce qui va donner un indice de valeur écologique. Puis ensuite, on croise cet indice de valeur écologique-là à l'indice des menaces, des pressions, ce qui va nous donner un indice de priorisation globale. D'accord. Donc, c'est un gros travail de recherche pour votre toute petite équipe. Pour terminer, Amélie, au final de ça, il y aura donc un plan d'action. C'est quoi le type d'action qui pourrait être posé pour préserver ces milieux-là par la suite? En fait, la conservation, ça se décline en 3 composantes. Il y a la protection, comme on y pense plus régulièrement, là, le statut de protection, un peu cloche de verre, plus on restrictif. Touche pas, on laisse aller. Oui, les activités sont restreintes. Sinon, il y a la restauration. Donc, on pourrait faire de la restauration de milieux humides, de la restauration de chemins forestiers pour favoriser l'habitat du caribou, par exemple. Restauration dans les cas de milieux dégradés par les espèces exotiques envahissantes. Puis la dernière composante, c'est l'utilisation durable. Donc, toutes les actions qui vont favoriser une utilisation durable du reste du territoire, là, ce qu'on ne priorise pas comme étant aire protégée. Donc, ça peut varier là, dans ces 3 composantes-là. Donc, ça peut être des lignes directrices aussi pour développer des futurs projets. Là, je pense, entre autres, au sentier de la Rive, admettons, là, qui va vraiment longer plusieurs milieux différents. Là, donc, ça s'inscrit un peu là-dedans. Exactement. OK. Bien, merci beaucoup, Amélie. On va inviter les gens qui sont intéressés à répondre au sondage à visiter votre site Web. Oui, exactement. Et on y trouve aussi le résultat de tout votre travail fait jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Merci. Le printemps est une période importante pour la Sopfeu qui fait campagne pour la prévention des feux de forêt qui sont de plus en plus nombreux et dévastateurs. La porte-parole Josée Poitras nous en dit davantage. Josée Poitras, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette période importante au niveau de la prévention des feux de forêt. On pourrait croire l'inverse, que le printemps, avec la fonte des neiges, la pluie, est une période sécuritaire pour brûler nos rebuts du ménage du printemps, mais ce n'est pas le cas. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on se trompe? C'est pervers parce qu'on a l'impression que même si on voit encore un peu de neige, c'est superficiel, que la forêt ne prendra pas feu. Et non, la saison la plus critique pour les feux de forêt, c'est vraiment en période printanière. Le printemps, c'est jusqu'au 21 juin prochain. Donc, il faut se préparer, évidemment, pour éviter le pire parce qu'on sait que près de 80% des feux sont de cause humaine et on peut les éviter. Vous avez parlé de brûlage de printemps. On veut nettoyer notre terrain, se préparer pour la saison estivale, pour les vacances et pour toute la période de l'été, même jusqu'à l'automne. Et on a souvent l'impression que, oui, on va ramasser les vieilles branches, les feuilles mortes, le feuillage. Et ça offre une facilité d'allumage. Il s'agit d'avoir un danger d'incendie, par exemple, modéré, élevé, un coup de vent, et on peut perdre le contrôle, justement, d'un feu et se propager à la forêt.
Oui, dans Charlevoix, on sait que le vent, c'est quelque chose de très présent et de sournois parfois. Ça arrive d'un coup sans qu'on le voit venir. Pourtant, on a l'impression que le sol est humide, que nos rebuts, justement, les brindilles, les feuilles laissées là tout l'hiver sont humides. Elle est où? Elle est où la pogne? Pourquoi ça brûle Oui, quand même? c'est ce qu'on appelle le combustible léger. Alors, les feuilles sont très sèches, ça s'enflamme rapidement et tant que le couvert de verdure, les feuilles n'ont pas fait leur apparition Hmm. justement aux arbres, il y a une vulnérabilité de la forêt et c'est pour cette raison que c'est une saison critique pour les feux de printemps, alors que au niveau du reste de la saison, c'est sûr qu'il faut se protéger quand même. On a les Oui. feux de foudre, mais au printemps, c'est vraiment les causes de feux de cause humaine. Par exemple, oui, le nettoyage du printemps, mais aussi le petit feu de camp qu'on a hâte de faire. Ben oui. Et il peut y avoir perte de contrôle, évidemment, Mhm. concernant cette problématique des feux de cause humaine. Et oui, il y a des fêtes aussi qui arrivent à la fin du printemps. On pense à la Saint-Jean-Baptiste, où on a envie de fêter, justement. Alors, les feux d'artifice, les pétards, des fois, ça revole et c'est aussi une cause importante là, de feu. Oui, alors toute lumière incandescence, évidemment, peut provoquer des feux de forêt. Alors, Mhm. ça peut être, comme vous l'avez mentionné, même la fameuse chandelle à la citronnelle qui propage des Oui. étincelles avec un coup de vent par un temps très sec, avec un danger d'incendie élevé, très élevé et même extrême, peut Mhm. mettre le feu à la forêt. Alors, c'est sûr qu'au niveau du printemps, il faut se protéger, il faut prendre l'état de situation, par exemple, avec notre site Internet ou notre application mobile. Oui. Mais nous, ce qu'on dit aux gens, on est tellement chanceux maintenant dans un environnement où il y a des matières recyclables. On peut faire du compostage, on peut ramasser les feuilles, déposer les matériaux secs également dans des éco-centres. Alors pourquoi mettre le feu Mm. pour se débarrasser du printemps des brindilles dont Oui, il y on a fait d'autres état sur notre terrain? alternatives, là. Il y a d'autres Voilà. alternatives pour faire le grand ménage. L'an passé, justement, a été une année assez critique. On a battu des records au pays, dans la province, au niveau des feux de forêt. Je pense beaucoup aux villes de Chapelle là, et de Bécomo aussi qui ont dû être Mhm. évacuées. Ça a été quoi, là, le bilan là, au niveau des dégâts de cet été-là? Alors, ce sont des millions d'hectares de forêts qui ont brûlé. Alors, on approche un peu plus de 4 millions d'hectares de forêts qui ont été brûlés. Vous avez mentionné des municipalités qui ont été aux prises avec des menaces pour la Mhm. communauté, les vies humaines, les infrastructures stratégiques. Oui. Alors, évidemment, au niveau de ce bilan, ce qu'il en ressort, c'est qu'il fallait faire rapidement, imaginez, le 1er juin dernier, 2023, eh bien, c'était plus de 3000 coups de foudre qui s'étaient abattus Ah dans oui. l'ensemble du Québec. Le sol était très réceptif parce qu'il y avait un degré d'humidité, de sécheresse donc extrême. L'humidité n'était pas là. Alors, c'est pour cette raison que lorsque la foudre s'est abattue, on a eu des feux de forêt de Mm. grande superficie, même au départ. Alors, le D'accord. lendemain, on avait 160 feux à gérer. Alors, imaginez qu'il y avait des débordements. Il fallait faire des priorités. Mm. Et c'est pour cette raison qu'il faut, dans un avenir très rapproché, parce que c'était la première fois finalement qu'on parlait vraiment de changement climatique, de bouleversement, parce Mm. qu'avant on disait, bon, il n'y a pas une saison qui est pareille, des fois on a de la pluie, un Oui. printemps très pluvieux va nous aider à protéger la forêt contre le feu. Alors c'est pour cette raison que maintenant il faut avoir une feu beaucoup plus robuste. Oui, justement, est-ce qu'il y a eu des améliorations ou des ajouts d'effectifs en ressources humaines ou en ressources matérielles qui ont été faites là, depuis l'été passé à la Sopfeu? Alors, le gouvernement du Québec, dès la fin de la saison 2023, a octroyé, donc, sur une base évidemment non récurrente, une Mhm. somme de 16 millions de dollars, à la fois pour ajouter des ressources physiques, du personnel de soutien, des pompiers forestiers et des ressources matérielles également, donc de l'équipement, on peut penser aux motopompes. Ça, c'est une D'accord. première somme. Ensuite, le gouvernement du Québec nous offre un financement beaucoup plus important au cours des prochaines années et c'est pour cette raison que d'ailleurs, cette année, entre autres dans la région centre, à la base de Robertval et aussi à La Tuque, on accueille un contingent total de 24 pompiers supplémentaires avec OK. l'ajout de chefs de base et aussi évidemment des agents de protection. Ça va nous offrir un ratio d'encadrement. Parce qu'il faut se rappeler, l'été passé, eh bien, il y avait beaucoup de commentaires qui disaient, oui, on forme des combattants auxiliaires au combat des incendies. Des gens étaient intéressés Mhm. même à venir nous aider au combat des incendies. Mais Oui. il fallait de l'encadrement. Alors, avec des pompiers forestiers, des nouveaux agents de protection, on va être en mesure de former davantage de combattants auxiliaires au combat des incendies.
et ces pompiers vont pouvoir travailler avec ces personnes-là et les diriger sur le terrain. OK. Donc, ça donne un effet multiplicateur pour la protection des forêts contre le feu, la protection évidemment des villes, des communautés et évidemment des vies humaines. Est-ce que ces personnes-là deviennent, si on veut, employés de la SOPFEU ou c'est par des partenariats avec des services incendies, des municipalités ou d'autres entités comme ça que ça se gère? Bien, il y a 2 volets. Alors, nos pompiers forestiers, eux, sont des employés saisonniers de la SOPFEU. Ensuite, les combattants auxiliaires au combat des incendies, ce sont des personnes, des sous-contractants qu'on forme, par exemple, des gens qui travaillent dans le domaine de la plantation, de la sylviculture, services municipaux d'incendie également, vous avez mentionné, parce que ce sont des partenaires de première ligne également. Ils sont déjà sur le terrain, eux, ils connaissent le secteur finalement. Oui, voilà. Et même lorsqu'il y a une alerte, entre autres, dans n'importe quelle région du Québec et dans votre région, eh bien, ce sont les services municipaux qui sont les intervenants de première ligne. Et par exemple, au printemps, la population appelle, j'ai échappé un feu pour ainsi dire et ça menace la forêt ou le feu se propage à la forêt. Alors, le service municipal va intervenir et si c'est un dépassement de limite de combat parce que c'est trop important, ça requiert l'intervention des pompiers forestiers et même des avions citernes, eh bien, le service municipal va travailler en collaboration avec nous, évidemment. D'accord. J'aimerais qu'on visite ensemble votre site Web qui est aussi disponible en version application mobile. Il y a des outils très intéressants là-dessus, dont une carte interactive qui nous permet là, de voir justement quels sont les niveaux de danger. On connaît bien la fameuse flèche, pour ceux qui font du camping, la fameuse flèche de niveau de danger. Donc, on la voit à l'écran présentement. On peut voir que dans notre secteur, là, le risque est bas, je crois, quand c'est jaune. Quand c'est jaune, le risque est élevé. Alors, les couleurs bleues, le danger d'incendie est bas. Oui. Vert, c'est modéré. Et plus on se dirige vers des couleurs beaucoup plus chaudes, eh bien, on se dirige vers élevé. Orange, ce sera très élevé. Et ensuite, le rouge extrême. Alors, évidemment, calcul du danger d'incendie, c'est très important. Nous, nos services météo, vous savez, on a des météorologues au siège social qui est à l'aéroport Jean-Lesage de Québec, qui calculent à chaque jour le danger d'incendie pour la population, sur 3 jours d'ailleurs. Alors, ça peut nous donner un aperçu du travail qu'on pourrait faire en forêt ou en proximité de la forêt. Alors, ça nous donne vraiment un aperçu. Et c'est tout en temps réel. On a les incendies qui sont en activité, on a le potentiel de risque de la SOPFEU. Alors, c'est pour cette raison que le site interactif, notre carte, notre site Internet pour les mesures préventives également, parce qu'on peut les afficher, évidemment. Alors, c'est très important pour la population. Puis, on le sait, l'année passée, le site était tellement utilisé qu'à un moment donné, il a fallu mettre à jour justement notre carte interactive parce que tellement la population voulait l'utiliser. Oui, bien, c'est un outil pertinent, disons-le, vous l'avez dit, que ce soit pour nos travaux, que ce soit pour les vacances aussi, quand on planifie aller à l'extérieur. Et quelque part d'éducation, si on veut, parce qu'on voit bien, bon, présentement, il n'y a pas de feu en activité, on ne les voyait pas sur la carte. Bien, quand c'est le cas, on peut même voir l'intensité et la cause aussi de ces feux-là. Tout à fait. Et lorsqu'on clique, entre autres, sur un feu en particulier, on peut avoir la condition du feu. Alors, est-ce que c'est un nouveau feu? Est-ce que le feu était contenu, maîtrisé? Et par ailleurs, eh bien, on peut aller retrouver dans l'historique, est-ce que le feu est éteint? Et la cause de l'incendie, évidemment. Oui. Pour terminer, Mme Poitras, si on fait un feu, bon, on a vérifié l'état de dangerosité, le niveau de dangerosité de faire un feu. Tout semble bon, il y a quand même des précautions à prendre. Donc, comment on se prépare avant d'allumer un feu à l'extérieur? Prendre connaissance du danger d'incendie. Alors, si c'est un feu de camp, par exemple, alors un feu de camp, il faut aménager le feu qui est vraiment un peu plus éloigné de la forêt. L'éloignement de la forêt, eh bien, il n'y a pas vraiment de définition, sauf qu'il y a les conditions météo également. Alors, si on fait un feu sur une surface dégagée, sur, par exemple, de la rocaille, et que le feu se projette, qu'il y a un vent très important qui se projette vers votre haie de cèdre qui est dans votre secteur de chalet, eh bien, la proximité de la forêt se rapproche de plus en plus avec l'intensité du vent, par exemple. Alors, attendre qu'il n'y ait pas beaucoup de vent pour un feu de camp. Et ce qui est important pour le feu de camp, c'est de l'éteindre correctement. Parce qu'on a des feux de camp qui peuvent provoquer des feux très intenses. Et je peux vous donner un exemple en 2020. Dans le secteur nord du lac Saint-Jean, ce qu'on a appelé le feu de chute des Passes, c'est un feu de camp mal éteint et qui a fait quand même 50 000 hectares de forêt brûlés. C'était très important.
Par ailleurs, pour le feu, par exemple, de rebut, le brûlage de rebut, si les personnes sont intéressées malgré tout à faire du brûlage de rebut, d'abord, il faut s'informer auprès de sa municipalité. Peut-être qu'il y a un règlement qui l'interdit, peut-être qu'il y a une demande de permis de brûlage qui est obligée par le service d'incendie. Oui, tout à fait. Là, je confirme qu'à Baie-Saint-Paul, c'est le cas. On doit faire une demande. Alors, on va souhaiter à tout le monde un bon été en sécurité. On va souhaiter une belle saison avec le moins de feu possible. Merci beaucoup, Mme Poitras. Merci. Soyez prudents. Au revoir. Merci. Les premières audiences publiques pour l'enquête de la coroner sur la mort des 2 pompiers de Saint-Urbain ont débuté cette semaine. J'en discute avec Martin Ouellette. Bonjour. Oui, bonjour Lydia. Et si vous voulez, on va tout de suite inverser les rôles parce que c'est vous, Lydia, qui avez suivi de près cette enquête publique tout au long de la semaine. Alors, si vous voulez bien, je vais vous poser quelques questions là-dessus. J'aimerais d'abord savoir qui a témoigné cette semaine aux audiences? On a une bonne vingtaine de témoins qui ont témoigné cette semaine. Donc, on a commencé avec l'équipe de sauvetage et enquêteurs de la Sûreté du Québec. Du personnel du service incendie de Saint-Urbain aussi est venu témoigner, de même que différents témoins, dont les 2 sinistrés là, du 5 route 138, Linda Simard et Yvan Lavoie, qui devaient être secourus. Est-ce qu'on a pu faire lumière sur l'avis d'évacuation? Est-ce que ces 2 citoyens avaient, oui ou non, reçu un avis d'évacuation? C'est un point qui va devoir être déterminé par la coroner pendant son enquête. Donc là, on rappelle qu'on rassemble des éléments pour l'enquête qui va suivre. D'un côté, les 2 sinistrés témoignent qu'ils n'ont jamais reçu d'avis d'évacuation. Par contre, du côté du chef de la brigade, Cédric Chantigny, lui mentionne que vers 11 heures, il aurait discuté là, avec M. Yvan Lavoie, lui suggérant fortement de quitter son domicile et celui-ci aurait dit qu'il était bien à la maison, qu'il se sentait en sécurité. Donc, c'est pas clair de ce côté-là? Non, ce sera vérifié. Est-ce qu'on a su également qui a donné l'ordre aux 2 pompiers volontaires d'aller secourir les 2 résidents? En fait, là, encore une fois, il y a matière à pousser un peu plus loin la recherche. M. Chantigny, encore une fois, mentionne avoir mentionné l'argot, en fait, avoir dit d'aller chercher l'argot. Par contre, il n'y avait... L'argot étant le véhicule tout-terrain, Oui, là. exactement. Par contre, il n'y aurait eu aucun ordre d'aller dans l'eau, d'aller chercher les 2 sinistrés. On parle beaucoup là, de la différence ici entre une opération d'évacuation et une opération de sauvetage, pour laquelle là, les pompiers de Saint-Urbain ne sont ni formés ni équipés. Et est-ce qu'il a été question de qui a pris l'initiative? Est-ce qu'on a pu en savoir un peu plus long là-dessus? Parce que les 2 pompiers ont peut-être agi sur leur propre initiative. Pour l'instant, il semblerait que l'initiative vient de M. Régis Lavoie. Mais encore une fois, d'autres témoins sont appelés là, à venir à la barre pour témoigner. On a également appris cette semaine que les pompiers volontaires, au moment des événements, que peut-être que les pompiers volontaires n'étaient pas vraiment disponibles. Bien, en fait, il y a plusieurs éléments là-dedans aussi au niveau de la chronologie et c'est vraiment ce que la coroner André Kronstrom essaie de mettre en évidence. À Saint-Urbain, bon, bien sûr, beaucoup de pompiers volontaires qui sont là. Et c'est un hasard. Plusieurs sont aussi employés sur la voirie ou appelés à agir au niveau de la voirie quand il y a un problème. Comment les événements auraient débuté à Saint-Urbain? Bien, c'est qu'on se souvient au début du 1er mai, au début de la journée, on n'avait pas encore d'état d'urgence de déclarer. Le problème était surtout un débordement dans le secteur de l'église. Donc, on veillait à la circulation, à la sécurité des gens à ce niveau-là. C'est plus tard qu'il y a eu une réaffectation qui a dû être faite et un déplacement de pompiers là, qui s'est effectué à ce moment-là. Donc, dire cessez cette tâche et devenez des pompiers volontaires. Exactement. Donc là, comment ça s'est fait, cette mécanique-là, qui a été informée, comment on est dans cette étude-là présentement. Est-ce qu'on a décrété l'état d'urgence? Probablement que oui. Moi, dans mon analyse et mon regard sur ce qui a été dit, je n'ai pas noté d'heure qui aurait été mentionnée encore pour le moment. Ce sera à suivre. Les audiences se poursuivent. On attend quel témoignage la semaine prochaine? Donc, la semaine prochaine, en fait, plus précisément les 29 et 30 avril, on attend des témoignages importants, dont celui du directeur général de Saint-Urbain, M. Martin Guérin, qui serait la personne en charge là, et responsable du plan de sécurité civile, lequel M. Chantigny, chef de la brigade de pompiers, dit ne jamais avoir eu connaissance. Donc, il y a un élément important à ce niveau-là. On attend aussi, bien sûr, Mme la mairesse Claudette Simard, ainsi qu'un spécialiste des véhicules Argo qui pourra là, vraiment démontrer si ce véhicule-là est adapté pour ce genre d'opération-là. Je pense que c'est important de souligner également qu'il y a eu de l'émotion
pendant ces audiences, parce qu'entre autres, c'était l'anniversaire d'un des défunts, d'une des personnes qui a perdu la vie. Oui, exactement. En fait, deux émotions, deux témoignages émotifs. On a eu un premier témoignage de la fille de M. Régis Lavoie qui est venue témoigner de la grandeur d'âme de son père et qu'elle n'était peut-être pas surprise quelque part qu'il ait voulu secourir ces personnes-là. Et comme vous l'avez mentionné, c'était l'anniversaire de Christopher Lavoie le 17 avril. Donc, pour l'occasion, la coroner a demandé 1 minute de silence en compagnie de la brigade de pompiers qui était toute présente. Merci pour ce compte-rendu, Lydia. Ça fait plaisir, ce sera à suivre. La traversée de Charlevoix a soufflé 45 bougies cette semaine et pour l'occasion, les femmes importantes de son histoire ont été hommagées. Nous sommes allés à la rencontre du directeur général Justin Verville-Allary et de sa prédécesseure, Joanne Leduc. Ça a commencé autour de 1977. Monsieur Fortin avait été embauché par Eudore Fortin, avait été embauché par la Fédération québécoise de la montagne pour ouvrir des sentiers pour les gens qui venaient faire de l'escalade. Et puis de fil en aiguille, quelqu'un a suggéré l'idée que la région se prêterait très bien pour une longue randonnée. Alors, pour le ski nordique, puis ça n'existait pas nulle part encore au Québec, Eudore disait qu'il ne savait même pas ce que c'était là, une traversée. Puis lui-même n'était pas un skieur. Alors, il a relevé le défi. Je pense que le lendemain, il était déjà dans le bois avec sa boussole et tout. Et avec des cartes et tout, il a réussi, là, petit à petit, à imaginer ce que pourrait être un sentier. Le trajet qui se rend de la Zec-des-Martres au Mont-Grand-Fond a changé un peu au fil des années pour différentes raisons, comme les coupes forestières ou des autorisations changeantes auprès des propriétaires terriens. Et là, maintenant, la traversée fait aussi partie de ce grand sentier transcanadien. Sentier transcanadien, donc, qui va d'un océan à l'autre, et Sentier national au Québec. Lorsque le Sentier national au Québec a été créé, avec l'espoir de faire un sentier de 1000 km, nous, on arrivait avec 100 km déjà toutes faites. Tiens, voilà, vous avez 10 de votre sentier qui est déjà fait. Wow. Donc, la traversée de Charlevoix était déjà un des premiers tronçons importants là, du Sentier national au Québec. Et puis là, Justin, quand on t'a rencontré la dernière fois pour la campagne de financement, il était question d'un petit bout de plus. Là. Ça se peut-tu dans le coin de Saint-Siméon qui s'ajoute? Oui, absolument. En fait, c'est le sentier d'Orignac qui existe déjà depuis, ma foi, presque 20 ans, un bon 15 ans. Mais c'est un sentier sur lequel c'est quand même un tronçon de 33 km où on ne retrouve pas d'hébergement comme tel. Les gens, des fois, le faisaient quand même en camping sauvage, mais faire ça une journée, c'est plutôt ardu. Donc là, le projet qu'on présentait, là, entre autres dans la campagne de sociofinancement, c'est de venir rajouter un chalet à la mi-parcours pour vraiment être capable de faire la traversée de Charlevoix en rajoutant là, une nuit de plus puis en terminant à Saint-Siméon. Ce projet de prolongation des installations jusqu'à Saint-Siméon et la rénovation des refuges déjà en place sont présentement en cours, et ce grâce au succès d'une campagne de sociofinancement lancée à l'automne 2023, pour laquelle l'objectif de 35 000 $ a été largement dépassé. Bien, le bénévolat, c'est quelque chose qui a toujours été très présent au niveau de la traversée, qui a été en fait... indispensable, je dirais. Oui, carrément, là, pendant... les 40 premières années, ça a été presque exclusivement ça. Là. Oui. Puis même encore dans l'histoire récente, c'est sûr que le bénévolat s'est transformé. Avant, c'était beaucoup les corvées, le Club des amis de la traversée. C'était un groupe de bénévoles, mais c'était aussi un groupe d'amis. C'était une occasion sociale pour des passionnés de plein air en général qui avaient vraiment un attachement vers la traversée, de se rassembler puis en même temps de venir donner un coup de main. Puis, on le sait, on a eu la pandémie. Ce groupe de bénévoles-là aussi a pris de l'âge, si on veut. Puis, souvent, on dit, ils sont arrivés à la retraite. La retraite, c'est un moment souvent où on a plus de projets que jamais. L'événement du 45e anniversaire de la traversée a été souligné par un hommage aux femmes qui s'y sont impliquées directement ou indirectement, comme Gemma Fortin, femme d'Eudore Fortin.
Donc, elle a tenu le fort, elle a tenu la maison, les enfants. Elle a dû créer une famille d'accueil pour avoir des revenus, puisque Eudore était bénévole. Alors, Eudore, lui, était sur les sentiers, réalisait son projet, son rêve, mais il n'y avait pas de sous rattachés à ça. Donc, c'est Gemma qui a subvenu aux besoins de sa famille, de 4 enfants. Donc, elle a pris 5 personnes, des déficients intellectuels, donc moyen travail, là, on peut imaginer. Alors, avec un mari qui était toujours parti dans le bois. De jour comme de nuit. Et puis, le bureau de la traversée, c'était pas ici à ce moment-là, c'était dans le sous-sol chez eux. Donc, Gemma, elle avait sa maison envahie par les clients, les frigères qui étaient réquisitionnés pour mettre la bouffe des clients qui désiraient un dépôt de nourriture à mi-trajet. Ouais. Donc, cette femme-là, on n'en a jamais parlé avec la traversée. Alors, mais son apport est considérable. Joanne Leduc aussi est une femme importante dans l'histoire de l'organisation. Elle qui devait prendre sa retraite en 2018 est finalement restée 2 ans de plus en voyant l'affluence de randonneurs qui se sont présentés les années suivantes. C'est ça. Mais c'est comme ça que j'avais commencé. Au départ, quand je suis arrivée dans Charlevoix, je ne trouvais pas d'emploi. Mon conjoint, Charles Robert, il était sur le conseil d'administration de la traversée de Charlevoix, puis il a dit « Ah, Eudore a tellement besoin d'aide, il est tout seul. Pourrais-tu aller bénévolement, là, lui donner un petit coup de main? » Alors, j'étais allée chez Eudore, moi aussi, pour quelques semaines. Ça a duré 23 ans. Cet été, les quelques chantiers qui sont en cours n'empêcheront en rien les randonneurs de profiter des sentiers. L'organisme est toutefois encore à la recherche d'employés saisonniers pour différentes tâches. On va continuer de faire des améliorations. C'est un travail qui est un peu sans fin. Un sentier, la nature reprend ses droits, il y a des infrastructures qui vieillissent. Donc, on avait fait beaucoup de travail sur les courtes randonnées, le sentier de la traversée. Là, maintenant, on va travailler sur le sentier de l'Orignac. Puis il y a le sentier de vélo, éventuellement, Justin, là, qui va qui va faire peau neuve, vélo de montagne, pour experts seulement, mais quand même. Oui, en effet. Bien là, c'est un peu une façon, des fois, de se mettre la pression que de nommer une intention qu'on a, mais qui n'est peut-être pas encore... c'est pas à court terme, on s'entend, mais effectivement, le sentier vélo qui est quand même en demande, puis qui a été là pendant plusieurs années, puis qu'on a dû malheureusement fermer il y a 1 an, justement, à cause des pluies qu'il y a eu, des sections de chemin. C'était plus pour experts, c'était pour personnes qui voulaient vraiment vivre un très mauvais moment. Il y a des sections de chemin qui sont carrément parties. Donc là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on commence à réfléchir puis éventuellement planifier sa réouverture. Mais là, on parle d'un horizon plus de 3 ans. L'avenir de la traversée est donc prometteur et l'héritage d'Eudore Fortin entre bonnes mains. Les citoyens de tous âges et de toutes les communautés sont conviés aux nombreux événements organisés par le comité Fierté Charlevoix qui se tiendront à Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Louis-Philippe Tremblay nous en donne les détails. Bonjour Louis-Philippe. Salut! Tu viens nous présenter la 2e édition de Fierté Charlevoix. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Fierté Charlevoix? Bien, c'est une semaine de... Bien, une semaine... Bien, aujourd'hui, on a dépassé la semaine. L'an dernier, c'était une semaine, mais bon, c'est un nombre de jours, là, finalement, où on veut faire de la sensibilisation sur les réalités des personnes LGBTQ+, dans Charlevoix. Donc, vraiment, où il y a une suite d'activités. On va autant du festif à ce qui est plus, justement, de la sensibilisation pure qu'on peut, mais tout sert finalement à cet objectif-là. Donc, c'est pour tout le monde, pas seulement les personnes qui s'identifient comme faisant partie de cette communauté-là. Exactement, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut participer, tout le monde devrait participer parce qu'en plus, on a fait une programmation super le fun et engageante pour tout le monde. Oui. Et diversifiée justement pour que le plus de monde puisse participer. Oui, bien justement, là, donc c'est une belle programmation. Tu l'as dit, riche, diversifiée, c'est aussi partout sur le territoire. Est-ce que c'est ça que vous aviez en tête quand vous avez préparé cette programmation-là? Exactement, c'était vraiment d'avoir des activités qui rejoignent le plus de monde de personnes différentes possibles. Donc, des différents âges, évidemment, différentes aussi situations, les familles, par exemple, ou les personnes seules ou les plus jeunes. Mais aussi, sur tout le territoire, ça, c'est quand même quelque chose qu'on essaie de faire le plus possible. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations dans Charlevoix qui essaient le plus possible de s'étendre. Bien, on essaie de le faire le plus possible, puis nos partenaires aussi nous le permettent. Là.
Ben oui. Donc, ça se passe du 8 au 19 mai prochain. Ça commence avec une grande soirée d'ouverture sous le thème... C'est un océan de diversité. Okay. C'est une thématique un peu festive, là, justement. Puis on s'est dit que notre logo, hein, qui est un narval, qu'on voyait juste derrière, exactement, notre logo qui est le narval, ben il représente un peu aussi cette diversité-là qui est dans l'océan, dans la mer. Donc, il va y avoir une activité de création, comme on est au musée. On va avoir une activité de création. Au musée de Charlevoix ou... Non, au musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, pardon. Donc, comme on sera au musée, bien, on va faire de la création qui va avoir un lien avec cette thématique-là, mais c'est vraiment un moment festif où il va y avoir des manucures express. On va pouvoir danser, il va y avoir un DJ, il va y avoir cette activité de création-là. Et aussi, on va faire le vernissage d'une expo qui va être là tout le mois de mai au musée d'art contemporain qui s'appelle Collection en couleurs. Vous savez, le Musée d'art contemporain a une grande collection d'œuvres dans sa soute, en dessous, dans sa réserve, dans sa voûte. On est allé chercher, en fait, Fierté Charlevoix, en tout cas, on a participé à aller chercher des œuvres, soit d'artistes LGBTQ ou qui parlaient de sujets en lien avec les réalités. Ouais. OK, intéressant. Suite à ça, donc, pendant la dizaine de journées qui va suivre, on a vraiment toutes sortes d'événements. On l'a dit, ça se passe à Baie-Saint-Paul, Malbaie. À la Malbaie aussi. On a une heure du compte, par exemple, à la bibliothèque de la Malbaie. Là, je ne dis pas les dates, vous irez sur notre site web, fiertécharlevoix.ca. On a une discussion en lien avec les mythes et réalités sur les familles, en lien avec les sujets qui ont lien avec la famille et les réalités LGBTQ. Donc, vraiment, un petit moment de discussion. Ça, c'est à Baie-Saint-Paul. On a une autre exposition qui est au musée de Charlevoix qui est sur le nightlife LGBTQ à Haïti. Donc, c'est une exposition de photos qui, paraîtrait-il, les photos sont magnifiques. Wow. Je ne l'ai pas vu encore, donc ça va être le vernis le 16 mai. Ça, c'est à la Malbaie. On a un spectacle d'humour, ça, que je veux parler un petit peu plus particulièrement. Anne-Sara Charbonneau, qui est une humoriste de la relève qu'on commence à voir un petit peu plus, qui elle-même fait partie de la réalité de la communauté LGBTQ. Justement, elle, son spectacle parle un peu de tous ces complexes et de tout. Fait que, oui, son identité fait partie de ces complexes-là, mais on peut se reconnaître, tout le monde, évidemment, parce qu'on a tous des complexes. Oui, et ça sera présenté ici à l'Auberge des Balcons. À l'Auberge des Balcons, exactement, au bistrot des Balcons, le vendredi 17 mai à 20h30. On a ensuite Annie Morin, qui sera au Bonheuses, qui est une musicienne de Charlevoix, qui va être au Bonheuses ici à Baie-Saint-Paul. On va avoir un spectacle. On ne pouvait pas avoir de spectacle de drag queen. On se le serait fait demander, évidemment. Je me souviens, la dernière fois qu'il y en a eu un, c'est encore au Tony Charlot, d'ailleurs. Je crois ça avait été un franc succès. Donc, ça va être encore au Tony Charlot. On met notre océane national. Notre local, notre drague exact, notre drague local qui va être là avec des invités. On a aussi, dans cet après-midi-là, une activité à la ferme qu'on avait faite l'année dernière. Donc, à Saint-Hilarion, où on peut visiter la ferme. Il y a aussi de la collecte en forêt. Là, voilà. Et le 19 mai, bien, là, on finit avec une grande journée de célébration. Ça sera à la Malbaie. Le lieu reste à confirmer. On va vous confirmer ça dans les prochains jours. Mais ça va être à la Malbaie, c'est certain. Où on va commencer ça avec une marche de solidarité. Donc, première marche de solidarité LGBTQ, qui est un peu un type de manifestation, si on veut, mais très bon enfant et festive. On met nos couleurs, on va marcher sur un petit parcours et ensuite on va revenir au site et là il va y avoir de l'animation pour les enfants, des jeux gonflables par exemple, du maquillage, ce genre de choses-là. Les organismes LGBTQ et organismes de la région ainsi que des artisans sont invités à venir tenir des kiosques, vous pouvez vous inscrire aussi. Et on finit la journée avec un spectacle de Safia Nolin sur scène. Donc, il va nous faire un beau spectacle là, pour terminer cette fierté-là. Il faut dire que certaines de ces activités-là sont gratuites, d'autres sont payantes. Il y a des billets. En fait, sont toutes gratuites, sauf le spectacle d'humour. Donc, il y a juste le spectacle d'humour qui est seulement 20 Il n'y a pas beaucoup de place, donc faites vite. Là. On a commencé déjà la vente, donc ça va quand même bien. Donc, c'est juste ça. Sinon, le reste, je veux
veux juste être certain, mais ouais, le reste, tout est gratuit. Gratuit pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Super. En terminant, Louis-Philippe, je veux juste souligner, vous êtes une petite équipe à travailler pour ce projet-là. Peux-tu nous en parler un peu? Qui sont-ils? Ben oui, clairement. Il y a Caroline Dufour qui s'est occupée beaucoup de la programmation des artistes. Il y a aussi Naomi Tremblay qui travaille beaucoup avec nous, qui est d'ailleurs notre représentante d'un de nos partenaires principaux, qui est le Carrefour Jeunesse Emploi, là, qui est fiduciaire du comité. Là. On n'est pas un organisme à part entière, donc c'est le Carrefour qui nous permet d'exister en tant que comité. Évidemment, on a quelques bénévoles un peu partout aussi que je veux remercier et qui sont engagés aussi à participer à nos activités. Donc, je vous remercie d'avance d'être là, évidemment. Ils sont précieux. Oui, ils sont vraiment précieux. Puis, on a plusieurs partenaires aussi, là, comme par exemple, juste nommer rapidement, comme ça, la bibliothèque à la Malbaie qui nous permet d'avoir l'activité de lecture de comptes, des choses comme ça. Donc, vraiment, tous nos partenaires de la programmation, évidemment. Qui ont dit oui, j'embarque. Oui, j'embarque. On va faire quelque chose, nous autres aussi. On va faire quelque chose. Donc, c'est sûr que nous, ça nous aide. Évidemment, ça devient comme tous des petits membres du comité qui font des activités de leur côté. Ouais. Bon, ben bravo. Bravo à toi, bravo à ton équipe et aux partenaires. Donc, on a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Merci. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul a fait d'une pierre plusieurs coups en présentant cette semaine sa programmation estivale, les artistes du 42e symposium, un nouveau partenariat avec le train de Charlevoix et une ruelle verte artistique. La programmation estivale du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul est présentée sous le thème « Dehors » et fait référence au travail des deux artistes vedettes, René Richard et Karine Lecatelli. Deux expos complémentaires, je dirais, une historique, une d'un artiste tout à fait actuel, et mais toujours sur le grand thème de dehors. Le 42e Symposium international d'art contemporain se réfère aussi à l'idée du dehors, avec son thème « Habiter le monde, art et écologie », pour lequel 12 artistes sur plus de 234 candidatures ont été choisis. Cette thématique, elle fait écho à tous les bouleversements dont on entend parler en ce moment. Et l'idée, l'intention derrière ce symposium-là, c'était de faire une place à ce que les artistes font par rapport à l'environnement. Autre grande nouvelle, celle d'un nouveau partenariat avec le train de Charlevoix qui contribuera à démocratiser l'art contemporain et à augmenter son accessibilité. Je suis très heureux de vous annoncer que dès le 24 mai, tous les passagers du train de Charlevoix qui vont débarquer à Baie-Saint-Paul cette année auront un accès gratuit au Musée d'art contemporain et auront également 10 % de rabais à la boutique pour faire plein d'achats des œuvres d'ici, en ce merveilleux endroit. Finalement, un projet de ruelle verte artistique éphémère est présenté comme étant le clou de la programmation. On vous annonce qu'on aura un espace extérieur cette année. Ça s'appelle la Placette Desjardins. Ça nous remplit de bonheur et d'excitation. La placette sera située dans le stationnement qui longe actuellement le bâtiment principal jusqu'au pavillon Jacques-Saint-Gelais-Tremblay. Des zones d'ombre et de repos y seront aménagées et du mobilier sera à la disposition des passants. La première partie va vraiment être un espace de création où est-ce qu'on va sortir les activités de médiation du musée à l'extérieur. Ça va nous permettre de recevoir les camps aussi. Tu sais, des fois, quand tu as un camp de jour qui arrive, ils sont 120, 140. Dans un musée, c'est un peu chaotique. Tu peux en avoir une partie dans le musée, une partie dehors. Fait que, tu sais, ça va vraiment nous aider de ce côté-là. Ensuite, on va avoir un peu le cœur de la placette, qui va être un espace restauration. On ne dit pas encore c'est qui nos partenaires pour ça. Ça va s'en venir au courant du mois de juin. Puis après ça, on va avoir plus un espace de projection. Le projet comporte aussi une grande valeur éco-responsable. La station de tri des déchets et les supports à vélo n'en sont qu'une petite partie. En fait, il va y avoir du verdissement, donc on va mettre beaucoup de plantes. Tu sais, c'est ça, on ne fait pas encore la déminéralisation, mais le but, c'est d'aller vers ça, peut-être en deuxième, troisième étape. Après ça, il va y avoir un système de récupération d'eau de pluie aussi, pour être capable d'alimenter, mettre de l'eau à nos plantes, tout ça. Les activités vont beaucoup être en lien avec le recyclage, étant donné que l'environnement a comme une grande thématique et au musée et au symposium. Donc, par exemple, des ateliers pour faire du papier, des objets à base de pulpe de papier, des activités avec des plantes tinctoriales. Fait que, tu sais, c'est vraiment vers ça. Donc, tout ce qu'on fait, on va faire des sirops avec les herbes pour être utilisés par le restaurant. Fait que, tu sais, c'est un peu d'être dans une circularité, là. Ouais, vraiment. Le projet pilote de la placette pourrait éventuellement devenir une installation permanente et être utilisé en période hivernale.
Celle-ci devrait être ouverte au public dès la mi-juin. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.